Henri Guénaud, cette juge donc, qui a condamné Nicolas Sarkozy est donc désormais menacée de mort. Est-ce que vous maintenez votre formule de coup d'État judiciaire? Je ne retire aucun mot. Mes mots n'ont rien à voir avec ces menaces de mort. Voilà, je pense que coup d'État judiciaire, c'est pas, j'ai pas appelé à un coup d'État militaire. Voilà, il y a un coup d'État judiciaire pour moi parce que l'ensemble de ce procès a violé délibérément la séparation des pouvoirs. Voilà. Donc vous remettez en cause le bon fonctionnement de la justice aujourd'hui. Mais c'est plus que ça. C'est pas le bon fonctionnement. Ça laisse penser à l'organisation de la justice. Bon, ça se traite d'ailleurs devant les tribunaux et c'est le contribuable qui paye quand il y a un dysfonctionnement de la justice. C'est pas un problème de bon fonctionnement de la justice. Alors on pourrait dire de bonne administration de la justice, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors quel est le problème ? Mais le problème, c'est quel est le rôle du juge dans la société, quelle doit être l'attitude du juge par rapport à la lettre de la loi. Donc, il y a toujours, si vous voulez, il y a toujours une part de subjectivité parce que la justice est humaine. La question est de savoir quelle doit être cette part par rapport aux textes. Alors, les textes, ils sont mal faits. Il y a une part de responsabilité du législateur qui écrit de plus en plus mal les textes, mais il y a l'état de droit, il repose sur la confiance que les citoyens peuvent avoir dans la justice. Donc, ce qu'on entend, c'est que la juge a été partiale, subjective. Non, mais moi, j'ai jamais dit ça. Non, mais... Voilà. Moi, j'ai jamais dit ça. Peut-être qu'elle l'a été, mais je n'ai aucun élément pour en juger. Je ne lui fais pas un procès moral. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, enfin, à part le problème du sort qu'on fait à l'homme Nicolas Sarkozy, qui me touche profondément et qui me bouleverse. Il y a des enjeux pour la société française, pour la République, pour la démocratie, pour encore une fois la place d'une justice dans laquelle les citoyens auront confiance et pour la place des institutions et pour la répartition des rôles dans une société entre la politique et le judiciaire. Bon, si on bouleverse tout cela, qu'on trouble les lignes de partage, c'est-à-dire on va vers une catastrophe dans l'état de notre société. Voilà. Vincent Brengart. Moi, ce sont des propos qui me scandalisent, aussi bien d'ailleurs en tant que citoyen et en tant qu'avocat. Scandalise à plus d'un titre déjà parce que parler de coup d'État judiciaire, le simple définition d'un coup d'État, c'est déjà de renverser un pouvoir existant. Sauf erreur de ma part, Nicolas Sarkozy n'est pas en responsabilité et n'est pas au pouvoir. Qui plus est, un coup d'État, non seulement c'est renverser un pouvoir, et c'est le faire de façon illégale. Et il n'y a rien dans le jugement qui permette de considérer que la juridiction aurait outrepassé les droits que lui confère la loi. Moi, je pense qu'à travers en fait ces discussions, et c'est aussi pour ça que je suis venu, parce que je pense qu'il y a vraiment une gravité extrême dans les déclarations aujourd'hui qui sont faites et qui participent aussi d'un climat tout à fait nauséabond contre la justice. En fait, à travers ces discussions, à travers ces termes, c'est la recherche d'une impunité de classe. La recherche d'une impunité pour une catégorie de citoyens, pour une catégorie de politiques qui sont, en tout cas... Alors, essayez de dialoguer ensemble. On va pas faire un débat de ce genre, s'il vous plaît. Moi, je suis pas revenu... Ah, mais c'est le terme d'État judiciaire. Pardon, permettez. Vos termes sont insultants, premièrement, donc je veux pas me faire insulter, je regrette. Si on continue comme ça, vous continuerez tout seul. Il y a rien de nauséabond dans ce que j'ai dit. Un coup d'État judiciaire dit bien ce que ça veut dire. Essayez de pas vous couper la parole. Voilà, on a violé la séparation des pouvoirs, parce que il ne peut y avoir de corruption dans cette affaire que s'il y a une contrepartie. La contrepartie, elle était dans tout le procès, dans la politique étrangère de la France. Mais si, pendant tout le procès, quelle était la contrepartie autre que celle-là? Le président Sarkozy a-t-il reçu de l'argent? On a dit non. A-t-il participé à un pacte? On a dit non. A-t-il détourné de l'argent public libyen? On a dit non. A-t-il financé sa campagne avec? On n'a rien trouvé. Pardon, la contrepartie, et c'était bien l'idée au départ du parquet financier, et que le tribunal a repris, la contrepartie, c'était la politique étrangère de la France. Comment vous avez osé essayer de remettre Kadhafi dans la communauté internationale? Vous avez promis des centrales nucléaires. Ça, c'est la politique étrangère de la France. Donc ça ne se juge pas au tribunal correctionnel, ça se juge éventuellement à la Cour de justice s'il s'agit du ministre de l'Intérieur, et si vraiment le président de la République, alors très prudemment, le tribunal a écarté, c'est arrêté en 2007, mais il n'empêche que dans tous les débats, c'était présent, c'était promettre à quelqu'un que quand je serai président, je vais vous faire une politique très favorable. Ça, si jamais le président est vraiment coupable de ça, ça se juge en haute cour, mais ça se juge
juge pas au tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, il ne juge pas, il y avait un vieux terme avant qui s'appelait des actes de gouvernement, il ne juge pas des actes de gouvernement, il ne juge pas de l'opportunité des décisions politiques. Et ça, il faut absolument le préserver. La séparation des pouvoirs, c'est fait pour protéger le juge, mais aussi pour protéger le pouvoir exécutif des empiètements de la justice. Vous voulez pas reconnaître ça, pardon, c'est la négation totale de l'état de droit. Vincent Bringard, ce qui est intéressant, c'est que effectivement dans cette affaire, ce n'est pas du tout la droite contre la gauche, c'est transpartisan. Il y a énormément d'avocats qui se disent plutôt à gauche, qui ne comprennent pas justement cette association de malfaiteurs, c'est-à-dire ce terme un peu flou qui fait qu'on condamne une intention et pas un acte. Est-ce que vous comprenez qu'effectivement on puisse trouver ce concept un peu fourre-tout? Je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la première chose, à savoir la critique sur le coup d'état judiciaire et le fait qu'il y aurait une atteinte à la séparation des pouvoirs par le biais d'une lecture sélective du jugement qui fait plus de 400 pages, qui a été rendu par la juridiction, avec plus de 2 heures de délibéré, avec éventuellement des points qui peuvent être en débat. Et c'est la raison pour laquelle un appel a été interjeté. Et je rappelle que tous les prévenus, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit, sont présumés innocents. Mais il y a une différence, en fait, entre critiquer d'éventuelles infractions, critiquer des faits qui correspondent à ces infractions, et de dire que le juge serait haineux, de dire que vous seriez face à une partialité, ce sont peut-être pas vos termes, mais c'est en tout cas ce qu'on a pu entendre, ou de dire qu'il y aurait eu un coup d'état judiciaire. Mais en même temps, je veux dire, vous contestez le fait que vous auriez pu utiliser le terme partialité, mais sauf qu'en fait, si vous évoquez l'idée d'un coup d'état judiciaire, c'est bien parce qu'il y a une subjectivité qui est une partialité qui vise à renverser un gouvernement pour des raisons qui sont des raisons de conviction personnelle. À renverser une règle constitutionnelle. Mais pour des raisons de conviction, qui seraient nécessairement des raisons de conviction. Je vois pas quel serait le sens d'un coup d'état judiciaire si ce n'est faire des éléments. Il s'est installé dans la justice en France, comme dans beaucoup d'autres pays occidentaux d'ailleurs, une conception de la justice qui ne correspond pas à ce qu'on a appelé jusqu'à présent l'état de droit. Voilà. C'est si vous voulez, l'idée qu'il faut absolument que le pouvoir ou l'autorité judiciaire maintenant domine l'autorité politique est une idée qui, à mes yeux, est inacceptable. C'est pas une domination, c'est une égalité des citoyens devant la loi. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est de la contestation de ce principe qui est un principe fondamental, qui est celui de l'égalité des citoyens devant la loi. Et simplement, sur l'action de malfaiteurs, moi, il y a quelque chose que je trouve quand même assez éloquent par rapport aux débats qui peuvent se tenir depuis plusieurs semaines, c'est que curieusement, la critique de l'action de malfaiteurs, j'ai l'impression qu'elle porte exclusivement ou presque sur la personne de Nicolas Sarkozy. Je rappelle notamment que vous avez Brice Hortefeux également qui a été condamné, vous avez également Claude Guéant qui a été condamné, et que curieusement pour eux, cette critique sur le caractère très flou de l'action de malfaiteurs, vous voyez, vous ne Nicolas Sarkozy n'a pas été rencontré lui-même à Nassi Senassi. C'est ça la différence aussi. Mais c'est tout le raisonnement des juges de considérer qu'en fait, en raison de l'ensemble des éléments qui ont été recueillis, les juges disent qu'ils ne pouvaient pas ne pas être au courant. À travers une série d'éléments tout à fait importants. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui décemment imaginer que Nicolas Sarkozy n'a pas été informé des rendez-vous qui sont intervenus entre Brice Hortefeux, c'est ce que Henri Guénaud dit, c'est-à-dire c'est le recul de la preuve. C'est ça que je c'est un ensemble d'éléments qui sont convergents et qui ont permis à la juridiction d'entrer en voie de condamnation. Et surtout qu'en plus, si vous voulez, ce qu'il faut également ajouter, c'est que non seulement vous avez l'ensemble de ces éléments, et vous avez également les déclarations qui ont été faites par les prévenus, et que pas un prévenu n'a été capable d'apporter des informations vraisemblables sur ces différents rendez-vous, alors même qu'ils sont intervenus avec une personne qui a été condamnée à perpétuité pour un attentat terroriste par contumace. Alors on peut opposer toute raison diplomatique qu'elle soit, mais c'est une réalité. On essaie de dialoguer sur ce plateau. Allez-y, monsieur Guénaud. Moi, je ne vais pas refaire le procès, mais je vais m'arrêter sur un des cas. Que vous ayez un problème avec la rencontre de certains intermédiaires, dont il faut bien comprendre que, hélas, dans cette zone grise qui est entre le bien et le mal, qui est celui de la politique des États, bon, on rencontre un tas de gens et on serre la main à un tas de gens. Vous savez, quand Jimmy Carter fait venir à Camp David et serre la main et fait se serrer la main de Yasser Arafat et de Menachem Begin, il a en face de lui deux terroristes. L'un qui était membre de l'Irgun, c'est Menachem Begin, qui a fait des attentats meurtriers pour chasser des Anglais de Palestine, qui avait un mandat sur la Palestine. L'hôtel du roi David, c'est plus de 90 morts
anglais. Yasser Arafat Mais là, vous parlez d'un cadre officiel. Yasser Arafat était le patron d'une organisation, l'OLP, qui avait fait des dizaines d'attentats. Là, on parle de rencontres officieuses. On parle de rencontres officieuses qui sont intervenues avec des proches. Et alors, de il n'y a Nicolas pas de Sarkozy. pardon, il n'y a pas de rencontres officieuses dans ce... Des rencontres officieuses avec un membre qui a été condamné par contumace. Et d'ailleurs, pour lesquelles, j'ajoute également que s'agissant des parties civiles, il faut encore ajouter que vous avez les victimes de l'attentat du 17 qui ont également été reconnues comme juste une anecdote. Au vu précisément de la gravité qui a été relevée par le tribunal. Juste une anecdote pour clore ce débat. Vous savez, au moment du sommet de la Méditerranée, pour faire l'Union pour la Méditerranée, en 2008, on a invité tous les chefs d'État et de gouvernement du pourtour de la Méditerranée, y compris du Sud. Alors, Kadhafi, d'ailleurs, n'est pas venu. Mais il y avait Bachar el-Assad. Et le jour il était invité, comme les autres, à avoir des troupes qui défilent, un détachement qui défile sur les Champs-Élysées. Les journalistes faisaient un micro-trottoir et interrogeaient les gens, est-ce que ça vous choque, etc. Il faut dépasser le débat. Vous dépassez le débat. On n'est plus du tout dans le cadre de je peux terminer. Allez-y. Quand vous faites une plaidoirie, personne ne vous interrompt. Alors, si vous permettez, oui, je comprends que vous plaidez, mais non, je vous ai pas. Alors, néanmoins, le temps file. Plaidez pour les prévenus, plaidez pour la défense. Je ne plaide pour personne. Je ne suis pas. Je finis, si je peux me permettre. Je finis. Donc, et on tombe sur une vieille dame qui se trouvait être la mère d'une des victimes de l'attentat du Drakkar. Vous savez, ces légionnaires tués par les services, ce qui est dans un attentat organisé par les services secrets syriens à l'époque. Et elle dit, est-ce que ça vous fait pas mal? Elle dit oui, ça me fait mal. Et elle rajoute cette phrase, cette vieille dame. Elle dit, mais vous savez, si c'est la seule façon de faire la paix, alors ça vaut la peine. Voilà. Mais vous ne savez pas de quoi on parle dans ces réunions. C'est rencontrer. On ne sait pas, par exemple, de quoi on parle lorsque vous avez Claude Guéant qui perçoit 500 000 € sur son compte bancaire. Mais c'est autre chose. C'est tout autre chose. Mais c'est toujours autre chose, curieusement. Bon, effectivement. Il faut revenir au dossier. Mais je comprends. Après, vous n'avez ni assisté à l'audience, ni évidemment l'information judiciaire, parce que vous n'étiez pas parti. Je peux comprendre après qu'il y ait un différentiel entre la réalité du dossier et ce que vous voulez. Et néanmoins, la question qui se pose ce soir. Moi, je suis un citoyen. C'est un message politique que vous souhaitez délivrer. La question qui se pose ce soir, c'est effectivement. C'est pas un message politique. Est-ce que la justice aurait pu éviter la casse-prison à Nicolas Sarkozy, sachant qu'il allait faire appel? C'est ça la question ce soir. Est-ce qu'il aurait pu éviter de dormir en prison quelques jours, quelques mois, on ne sait pas, mais est-ce qu'on aurait pu éviter? Il n'allait pas prendre la fuite, il n'allait pas partir en cavale, Nicolas Sarkozy. Alors, il est bien certain que moi, je ne pourrais jamais me satisfaire d'une peine d'emprisonnement. Je veux dire, en cohérence avec les idées et les engagements que je portais. Maintenant, ce qui est certain, c'est que s'agissant de la peine, elle était conforme à la gravité des faits telle qu'elle a été relevée. Maintenant, c'est la juridiction qui a estimé qu'il est nécessaire de prononcer un mandat de dépôt. Je pense en revanche que c'est pas ça qui va l'empêcher de pouvoir faire valoir ses droits, parce que de fait, c'est un mandat de dépôt à effet différé qui va pouvoir lui permettre d'organiser sa défense. On a dit, effectivement, Nicolas Sarkozy a dit, on a essayé de m'humilier. Est-ce que vous, en tant que Français, vous vous sentez un peu humilié de savoir que... Ah oui, totalement, oui. Vous sentez totalement, au-delà encore une fois, de ce qui arrive à l'homme et de ce qu'il éprouve. Oui, en tant que Français, vous pouvez en tant pas, que vous soyez juge, citoyen, ordinaire, avocat. Franchement, comment peut-on ne pas se sentir humilié quand on envoie en prison quelqu'un qui a incarné la France pendant 5 ans?